Bienvenue au Kennedy Golf Club, le podcast des passionnés de golf qui aide à optimiser son jeu sur les parcours et au-delà. Au Kennedy Golf Club, on aime raconter de belles histoires, partager des émotions fortes. On aime rêver de l'impossible et se dire comme Kennedy, pourquoi pas. Pascal Grisot, le président de la dernière Ryder Cup en France, nous a accordé en ce début d'année une longue interview. On a pu évoquer avec lui quelques grands moments qui ont marqué sa vie, comme la Ryder Cup 2018, qui a mobilisé toutes les équipes de la fédération et des milliers de bénévoles. Mais ce premier podcast sera plutôt consacré à sa candidature à la tête de la Fédération française de golf. Le président Charron nous a confirmé qu'il ne voulait pas renouveler son mandat en décembre prochain. Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'accueillir bientôt Jean-Louis Charron au Kennedy Golf Club. Mais maintenant, profitons de notre entretien avec Pascal Grisot pour l'interroger sur son nouveau grand projet. J'ai déclaré que j'étais candidat pour être président de la Fédération française de golf. Comme je l'ai expliqué, c'est absolument pas, encore une fois, un projet de carrière. Et d'ailleurs, quand on m'a posé la question pendant toutes ces années, parce que oui, au bout d'un moment, vous avez une forme de légitimité dans l'environnement golfique français et qu'on vous dit, mais quand est-ce que tu vas être président? Moi, j'ai toujours répondu que je ne souhaitais pas l'être parce que d'abord, j'étais focus sur ce projet de la Ryder Cup et que par contre, il fallait, j'imaginais pas comment quelle serait ma vie après. Et puis, quand la Ryder Cup s'est terminée, qu'on continuait à me poser la question, objectivement, je savais pas si j'aurais la force de pouvoir me remettre au service d'un projet, parce qu'à chaque fois c'est des projets bénévoles, c'est-à-dire que c'est pas quand vous vous lancez dans des affaires, vous prenez un business plan, vous regardez, il y a toujours des risques, mais à la fin vous voyez le reward. Moi, quand je suis président de la Fédération française de golf, vous savez, moi quand les gens m'appellent président, la première chose que je leur dis c'est de m'appeler Pascal, et je n'ai aucun problème d'ego ou de satisfaction personnelle à me faire appeler président, ou que ça c'est plutôt quelque chose qui me gêne qu'autre chose. Donc c'est pas pour ça que je le fais. Moi aujourd'hui, mes projets, c'est de réussir quelque chose avec les équipes de la fédération et les élus qui me feront confiance qu'on n'a jamais réussi dans l'histoire du golf français. C'est-à-dire que depuis que je suis impliqué bénévolement dans le golf, tous les présidents qui se sont succédés, ça a commencé avec le président Cartier, le président Martin, Georges Barbaret, qui a été pour moi un maître. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de personnes pour lesquelles je reconnais avoir travaillé, parce que j'ai toujours été mon propre patron, mais j'ai été le collaborateur de Georges Barbaret. Ça a été un honneur extraordinaire de travailler pour cet homme qui m'a énormément structuré lui aussi d'une certaine façon. Et donc moi, mon projet aujourd'hui et mon ambition, c'est que on ait enfin des joueurs professionnels qui soient dans les 20 meilleurs joueurs du monde, qui jouent régulièrement des tournois majeurs et qui fassent vibrer tous les golfeurs français, parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien de regarder Tiger Woods gagner les tournois, c'est super, mais si demain on a un Français qui joue pour la gagne dans des tournois majeurs, ce sera une satisfaction personnelle. Et ça, c'est une satisfaction qu'on n'a jamais connue dans le golf français. Oui, on a Thomas Levey qui a terminé deuxième, oui, on a Jean qui a terminé deuxième, mais on n'a pas de Français qui a gagné les tournois majeurs. Et quand vous vibrez parce qu'ils sont dans les places d'honneur, mais que en plus ils gagnent à la fin, je pense que c'est quelque chose de fantastique. Donc la fédération a une vraie responsabilité dans la formation des joueurs, surtout quand ils sont amateurs. Et mieux ces joueurs seront formés quand ils seront amateurs, et plus ils auront de chances de briller quand ils seront professionnels. Donc aujourd'hui, mon projet, c'est d'arriver à atteindre cet objectif, d'avoir des Français et des Françaises qui fassent partie des 20 meilleurs joueurs du monde, et c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc c'est un peu comme quand j'ai été capitaine et que j'ai dit j'ai envie de gagner les championnats du monde et de gagner les championnats d'Europe, et on a fini par y arriver. Là, je sais pas du tout si je vais y arriver, mais ce dont je suis certain, c'est que si je suis président, je mettrai tous les moyens pour pouvoir y arriver. Et puis après, on verra ce qui va se passer. Et puis mon deuxième grand projet, c'est de continuer à développer le golf en France, parce que bien sûr, on mesure les succès d'une fédération à ses victoires sportives, mais aussi à son nombre de licenciés qui doit augmenter. Donc c'est vrai que depuis 10 ans, le nombre de licenciés a augmenté plus faiblement que dans les 10 années auparavant, mais il faut le remettre en perspective par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Aux États-Unis, ça baisse, dans les îles britanniques, ça baisse. On me dit souvent, ah oui, mais si on avait un champion, on augmenterait notre nombre de licenciés.
L'Irlande, moins 18% quand la fédération, sur les 10 dernières années, quand la Fédération française de golf, elle, a augmenté de 3%, ce qui n'est pas bien. Je suis pas en train de dire que c'est bien d'avoir augmenté de 3%, mais il faut le remettre en perspective. Ils ont eu Rory McIlroy, ils ont eu McDowell, ils ont eu Harrington, ils ont eu Darren Clarke, et c'est pas pour ça que leur nombre de licenciés a augmenté. Au contraire, il a baissé. Donc, c'est pas, encore une fois, de se dire qu'on veut sortir des champions pour sortir des champions ou pour que ça développe, mais c'est peut-être aussi pour juste donner du plaisir et se dire que quand on a un objectif, qu'on puisse l'atteindre. Et là, je pense que si on a un champion et une championne française, ça ne pourra que servir la cause. Maintenant, c'est pas ça qui va nous permettre demain de multiplier par 2 notre nombre de licenciés. Donc le développement, c'est quelque chose également de très important. Et c'est pas la pensée magique en disant je veux développer, mais c'est avoir une stratégie derrière. Je vais pas vous la détailler là, mais on en a. Vous reviendrez. Mais oui, j'en ai une pour arriver à développer peut-être sur cette stratégie du comment. Mais vous voyez, par exemple, le parcours, d'avoir des parcours adaptés, ça a été quelque chose d'extrêmement important dans le pourcentage d'augmentation de ces 10 dernières années. C'est-à-dire, vous parlez des structures, oui, des 100 structures, petites structures, des structures de proximité. Parce que à chaque fois c'est la même chose. Quand on vous demande pourquoi vous jouez pas suffisamment au golf, on vous dit c'est trop cher et ça prend trop de temps. Donc si vous avez des parcours qui sont plus compacts, ça coûte moins cher et vous passez moins de temps dessus. Donc en tout cas, ça répond pas à toutes les problématiques, mais ça répond à une problématique deux problématiques qui sont celles du coût et du temps. Bien sûr, beaucoup plus dialoguer aujourd'hui avec les golfs commerciaux, parce que la fédération est une fédération issue des golfs associatifs, puisque quand la fédération a été créée, elle n'était issue que de golfs associatifs, des golfs de membres. Aujourd'hui, les golfs indépendants et les golfs commerciaux représentent plus de 50% du parc des golfs en France. Si on parle pas avec ces gens-là, aujourd'hui au comité, il n'y a pas de représentation au comité directeur et au bureau directeur, il n'y a pas de représentation de ces golfs indépendants et de ces golfs commerciaux. Or aujourd'hui, c'est eux qui sont les plus performants en termes de création de nouveaux golfeurs. Donc, de pouvoir les intégrer dans un comité, c'est évidemment très important, parce que vous discutez avec des gens qui n'ont de cesse de faire rentrer plus de gens dans leur golf, parce qu'il se trouve que leur golf, c'est aussi leur entreprise. Quand vous n'avez que des golfs associatifs au sein du comité, c'est très bien, parce que c'est comme ça que s'est construit la fédération, mais la problématique du golf associatif, elle n'est pas la même que celle d'une entreprise telle qu'un golf indépendant ou une chaîne commerciale. Le président du club, il est souvent bénévole, il est bénévole, et son objectif premier, c'est pas forcément le développement, et il a peut-être pas tous les moyens pour arriver à développer son golf. Donc je pense que on a golf associatif à apprendre beaucoup aussi des golfs commerciaux, et qu'en tout cas ça peut pas être deux mondes qui vivent en opposition, mais ça doit être deux mondes qui doivent dialoguer et qui doivent mettre ensemble de bons principes pour arriver à se développer l'un à côté de l'autre, et en donnant toujours au consommateur qu'est le golfeur le choix, soit d'aller dans un golf commercial parce que finalement il n'a pas envie de rentrer dans un club et qu'il a envie de jouer dans plusieurs golfs, donc les chaînes peuvent permettre ça, ou au contraire d'aller dans un golf associatif parce que c'est la démarche que vous souhaitez de rentrer dans un golf privé. Donc je pense que au niveau du développement, il faut arriver à voir la globalité du problème. Et puis ma troisième priorité, c'est l'environnement, parce que aujourd'hui le golf est encore trop mal perçu, et il est trop mal perçu par des gens qui font pas l'effort de nous écouter et de nous comprendre. Et je parle là plutôt des associations écologistes ou environnementales, parce que moi la question que je pose à ces associations qui souvent voient le golf, alors c'est facile parce que à chaque fois que vous voyez le golf dans un film, vous voyez un type avec un cigare qui est patron du CAC 40, qui roule dans une grosse voiture, mais c'est pas du tout la réalité. Mais c'est pas la réalité du tout. Quand vous avez 425 000 licenciés, quand vous avez 800 000 golfeurs, ça se saurait si en France on avait 800 000 entrepreneurs. C'est évidemment pas le cas. Et quand dans le monde le golf est le premier sport individuel, vous imaginez bien que tout le monde ne paye pas. Alors, heureusement, il n'y a pas l'ISF dans tous les pays, mais en tout cas les 80 ou 60 millions de golfeurs qu'il y a de par le monde sont pas tous des nantis. Donc cette image, elle est totalement stupide, et
est fausse. Mais moi, la question que je pose aux associations d'écologistes, c'est si le golfe de Mandelieu-la-Napoule n'avait pas été construit il y a plus de 110 ans, est-ce que vous pensez objectivement qu'il n'y aurait pas une promotion immobilière à la place du golfe de Mandelieu-la-Napoule? Quand je viens de Melbourne, quand le golfe, le Royal Club de Melbourne se trouve complètement intégré dans la ville de Melbourne, vous pensez sincèrement autour, il y a que des constructions, vous pensez sincèrement que si le golfe n'avait pas été construit il y a 100 ans, on aurait cette préservation de la faune et de la flore et de la biodiversité qui se développe sur les golfs. Donc les golfs ne sont absolument pas l'ennemi de l'environnement. Le problème aujourd'hui, c'est que on communique mal et on communique pas suffisamment. Et ça, c'est ma troisième ambition, qui est d'arriver à faire comprendre. Oui, c'est la même démarche qu'avec les fournisseurs de la grande distribution. Ou bien vous les prenez comme des ennemis, vous établissez un rapport de force, ou au contraire, vous essayez d'abord de comprendre quelle est leur problématique. Et moi, ça m'intéresse de comprendre la problématique des associations environnementales. Sauf que le seul rendez-vous qu'on n'arrive pas à obtenir depuis plus de 10 ans dans l'histoire de la Ryder Cup, je pense que j'ai rencontré tous les ministres qui étaient impliqués, que ce soit celui du tourisme, que ce soit ceux même de l'industrie, quand on recherchait des partenaires dans le club des partenaires, évidemment le ministère des Sports. Mais quand on vous refuse le rendez-vous au ministère de l'Environnement, c'est extrêmement brutal et violent. C'est d'abord une erreur colossale, parce que même votre meilleur ennemi, vous devez pouvoir essayer de comprendre et de regarder réellement si c'est un ennemi ou pas, et puis, mais au moins de pouvoir discuter. Donc, peut-être qu'on s'y prend mal, mais en tout cas, moi, mon ambition, c'est d'arriver à beaucoup plus parler avec les associations, avec le ministère, pour faire comprendre qu'on n'est pas un ennemi, et que plus qu'un ennemi, on est plutôt un allié. Voilà. Cette interview est extraite d'un entretien beaucoup plus long, réalisé en décembre 2019 par Jean-Christophe Buchot, dans le cadre d'un ouvrage sur le golf à paraître bientôt. Le Kennedy Golf Club est un podcast produit par lespectateur.fr. Pour ne rien rater les futurs épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. À très vite.